Nous sommes au tout début des années 90. Tetsuya Mizuguchi, jeune adulte dans la vingtaine, ouvre déterminé la porte du siège d'un certain éditeur japonais, Sega. Mais comment ce simple événement a pu donner naissance à l'un des artistes les plus incroyables et pourtant méconnus de l'histoire du jeu vidéo, tout en ayant un pied sur la scène musicale japonaise? C'est toute l'histoire que je vais vous raconter dans cet épisode d'Ongaku. Lorsque pendant une interview en 2011, on demande au principal intéressé s'il est vrai qu'il a cessé de jouer à des jeux vidéo, sa réponse semble claire. C'est la vérité, j'y ai joué par le passé, mais je n'y ai presque pas touché au cours de ces 10 dernières années. Parce que c'est très difficile de trouver de nouvelles sources d'inspiration quand on passe son temps devant un écran à regarder le travail des autres. On prend le risque de recopier ce qui a déjà été fait. Moi qui suis en quête d'inspiration fraîche et novatrice, j'éprouve ce besoin d'exister en dehors des jeux vidéo. Et ce besoin d'exister en dehors du jeu vidéo, il le concrétisera, se rapprochant pas à pas de la double casquette d'artiste de la scène musicale japonaise, en plus d'être un créateur d'expériences jeux vidéo ludiques de génie. Mais l'histoire, elle commence comme je vous l'ai dit, devant une porte dans les années 90. Fraîchement embauché chez Sega, le jeune Tetsuya Mizuguchi prendra évidemment le temps de se faire une marque dans le milieu, et c'est les jeux de course de voiture qui seront ses premiers vrais travaux dans le milieu. Si Tetsuya a choisi Sega, ce n'est pas pour l'instant avec ses idées de festival d'essence que proposeront ses œuvres l'ayant rendu célèbre. Le jeune Tetsuya se retrouve en effet ici simplement par passion pour la firme à l'origine de la création du hérisson le plus célèbre de la pop culture. Tetsuya qui enfant avait passé toutes ses heures perdues sur les bandes d'arcade estampillées du logo blanc sur fond bleu. Si à son arrivée il se fait assigner à un gros projet de film en images de synthèse pour une salle de cinéma sur Vérin, une sorte d'expérience en 4D comme on peut en voir aujourd'hui au Futuroscope, et encore révolutionnaire pour son époque, et portant le doux nom de série Z de Megapolis Tokyo City Battle. Tetsuya tombera très vite dans la production du cultissime Sega Rally Championship, titre resté encore dans les mémoires de beaucoup de bambins de sa génération, et dont les bornes d'arcade font encore partie des plus vendues de la marque. Et à ce moment-là, Tetsuya Mizuguchi est encore loin de toucher aux thématiques de la musique. Et à vrai dire, cela n'arrivera qu'à l'approche de la fin de sa carrière chez Sega. En effet, après avoir continué son travail sur la série des Sega Rally, mais surtout le développement de plusieurs types de bornes d'arcade, comme les Man X TT Superbike, la direction à suivre dans le processus créatif de Tetsuya devient plus claire. Créer et faire ressentir des sensations uniques aux joueurs, et alors que le marché de l'arcade s'essouffle drastiquement et que les consoles en prennent la place dans les salons. À l'annonce de la Dreamcast, dernier pilier du règne de Sega en tant que constructeur, Mizuguchi planche sur la manière de transporter son envie de faire vivre des sensations aux joueurs au travers de jeux auxquels tout le monde jouerait chez lui sans gadget ni artifice. Comme il l'a dit lui-même en 1999, au tout début de ma carrière, j'avais l'impression de simplement créer des jouets sensoriels. Un gros jouet comme Sega Rally ou Man XTT. Maintenant je sens que je fais partie d'une industrie bien plus développée qui crée un média du divertissement. Et je réfléchis constamment sur les retentissements qu'auront mes jeux sur le monde. Et c'est justement cette année-là que l'aura du monsieur prendra racine avec un projet, Space Channel 5 sur Dreamcast. Hey. Alors que le jeu de rythme est en 1999 assez apprécié au Japon, même si peu répandu encore en Occident à cette époque, Space Channel 5 met en relation pour la toute première fois Tetsuya avec le monde de la musique. Mais étant donné que ce genre reste très présent chez la concurrence, Mizuguchi désire tout de suite en adopter une approche différente. Ainsi, excite les flèches à appuyer en rythme d'un Dance Dance Revolution, ou tout autre bouton à appuyer quand des indications visuelles calées sur le rythme de la musique nous le demandera. Space Channel 5 brise les codes avec une interface réduite à sa plus simple expression. Ici, il est question d'observer avant d'imiter les mouvements de ses adversaires, en se calant sur la musique, mais aussi sur leur gestuelle, comme pour apprendre à danser en imitant quelqu'un. Ceci rendant certes le jeu moins accessible, mais renforçant également le sentiment d'accomplissement. En apprenant de ses échecs, la progression dans les niveaux dépendant donc de la façon dont le joueur associe la façon de jouer à des obstacles qui ne sont pas visibles. Et c'est avec un changement de division suite à une restructuration totale de la firme, et en intégrant la United Game Artists de Sega, électron libre lui permettant de s'atteler à des projets bien plus personnels et moins soumis à une pression marketing, lui demandant souvent de surfer sur des tendances bien qu'il ait pu les faire à sa sauce, que Tetsuya Mizuguchi accouchera de l'œuf qui le fera rentrer dans la légende du jeu vidéo, Rez. La base du processus créatif de Rez est ce qu'on appelle la synesthésie.
Une particularité neurologique dont était atteinte le peintre russe Vassili Kandinsky et qui provoquait chez lui des mélanges de sens, par exemple lorsqu'il se mettait à percevoir des couleurs à l'écoute d'un son, vision dont il se servait comme base picturale pour ses œuvres. Et ces œuvres, elles seront la principale référence de Rez, un rail shooter tout ce qu'il y a de plus classique, à la simple particularité que tirer sur nos ennemis provoquera des sons qui s'ajouteront à la boucle électro de base qui composera la musique du niveau et influencera son rythme ainsi que son décor. C'est donc le joueur lui-même qui modifie son environnement sonore et visuel par l'intermédiaire de ces interactions. Je ne veux pas considérer la musique comme quelque chose qu'on ne fait qu'écouter, mais plutôt comme une expérience. Et si vous interagissez, on peut changer le son, changer l'atmosphère. C'est une alchimie. Un jeu, c'est un mécanisme d'action et de réaction. En le combinant avec la musique, on peut ainsi tuer un système d'action et de réaction au niveau sonore aussi. C'est un processus très organique. Attaché à cette ligne de création, lien interdépendant musique-interaction, Mizuguchi recherche la transmission de sentiments, d'un message en utilisant son média. Le plus fort là-dedans, c'est qu'en prenant la forme d'un shooter, sa nouvelle création puisse répondre aux impératifs du marché sans qu'on ne lui empêche de s'éloigner de sa vision d'artiste. Et malgré le petit succès du jeu, cette liberté sera bousculée dès 2003 par l'éclatement des studios internes à Sega, suite à une pléthore d'échecs dont celui de la Dreamcast, ainsi que d'une fusion qui allait mettre à mal la liberté créative des projets. C'est donc le moment idéal pour Mizuguchi de quitter le navire avec certains de ses collègues de Sega pour fonder Q Entertainment, une structure indépendante bien qu'étant ouverte à des collaborations avec de grands éditeurs et constructeurs. L'objectif sera donc de poursuivre ses recherches sur la musique en ne s'interdisant pas de développer des jeux, qu'ils soient de sa patte ou non, et n'ayant pas de rapport avec le son. C'est le cas par exemple de 99 Nights en 2006 pour la Xbox de Microsoft. Et forcément, le genre du jeu de rythme collera toujours à la peau du studio, conséquence de l'ADN de son papa. Ainsi naîtront une liste non exhaustive de jeux plus ou moins connus, comme le très bon Lumines et ses suites sur les consoles de Sony, ou encore Meteos chez Nintendo, un petit Tetris-like jouant toujours avec les sons et qui sera un avant-goût d'un de ses tout derniers projets en date aujourd'hui. Mais avant de revenir sur ce projet qui est son plus récent, il est l'heure de parler de mon œuvre préférée du monsieur. Child of Eden est un jeu sorti en 2011 sur Xbox 360 et PS3, édité par Ubisoft. Et après une aussi longue attente, il s'agit enfin de la vraie suite spirituelle à Rez que les fans attendaient. Reprenant le concept de synesthésie au centre du concept de Rez, Child of Eden est également un rail shooter où les actions influencent le rythme, le son et l'environnement. Ici, nous ne voyons pas notre personnage de dos, et nous sommes plongés dans l'univers à la première personne. Univers qui s'éloigne un peu de celui de Rez et de sa direction artistique très simulation informatique, à une époque où Matrix était encore sur toutes les lèvres. Child of Eden, lui, est bien plus coloré, floral et feel good que son modèle. Choix pas anodin puisque celui-ci essaye cette fois de raconter une histoire, celle de Lumi, dont le lore nous raconte qu'elle est une expérience appelée Project Lumi, protectrice de l'Éden, sorte d'internet du futur, étant également le monde informatique que nous arpentions dans les couloirs de Rez, menacé par un virus qu'il nous faudra vaincre et ainsi sauver l'Éden et Lumi. Une fois ceci compris, Child of Eden apparaît bien plus comme une véritable suite et réinterprétation de Rez, bien moins spirituelle que la presse n'a voulu le prétendre à l'époque, déjà peu tendre avec le travail de Mizuguchi qu'elle jugea trop souvent bien trop perché. La fin du jeu nous plonge dans l'espace, alors que d'une larme de joie de Lumi libérée versée sur Terre pousse un arbre dont on peut détruire les bourgeons, chacun d'entre eux libérant une photo d'un instant de bonheur, de véritables personnes, les ayant envoyés à Ubisoft dans une campagne de promotion du jeu. Child of Eden arrive à raconter une histoire en sous-marin que j'ai trouvée profondément belle et touchante, à l'instar de son dernier niveau qui dépeint l'évolution humaine. Mizuguchi a donc réussi le pari de pousser le concept de Rez un petit peu plus loin, en lui ajoutant une petite histoire et même un lore. Et pourtant, nous n'avons même pas encore parlé des deux autres particularités du jeu. Si l'expérience était sympathique sur PS3, elle prenait tout son sens avec la sortie du sous-exploité Kinect de Microsoft. Gadget à détection de mouvement qui nous permettait dans Child of Eden de devenir le véritable chef d'orchestre de ce spectacle vidéoludique, en visant les ennemis d'une main, en envoyant nos projectiles d'un coup sec et en purifiant grâce à notre seconde arme qui était symbolisée par notre autre main. J'étais comme un fou quand j'ai pu m'essayer au jeu à la Japan Expo de 2011, c'était l'expérience la plus cool de Kinect, et celle qui était sans aucun doute la plus intéressante à jouer. C'était LA manière de comprendre toute la profondeur du travail de Mizuguchi, ce passionné de jeux vidéo, de musique et surtout de nouvelles technologies, qui avait trouvé via cette dernière un moyen de proposer des sensations inédites aux joueurs, loin de ses créations de bornes d'arcade interactives. Avec le pad, vous profitez du jeu, mais vous êtes en sécurité. Avec
Kinect, on a une relation plus directe avec l'univers du jeu. Si vous jouez en rythme, la synesthésie va aller de plus en plus loin. On finit par diriger le monde comme un chef d'orchestre, on touche et on tire. C'est une expérience irréelle, mais qui devient naturelle. Et l'on se retrouve dans une autre réalité, c'est une expérience précieuse. Child of Eden est un aboutissement. Il marque l'arrivée du concept de Mizuguchi à son paroxysme, une synesthésie perçue par le dernier rempart émotionnel, le corps humain. Et c'est également l'œuvre qui permet à Mizuguchi d'embrasser pleinement sa double personnalité, celle d'un génie du jeu vidéo et celle d'un artiste de la scène japonaise. Car la bande-son entière de Child of Eden est l'œuvre d'un seul groupe, celle de Genki Rockets. Genki Rockets est un groupe de musique virtuelle puisqu'il n'a jamais donné de concert ou fait d'apparition publique, mais qui est pourtant édité chez Sony Records, et dont la chanteuse est Lumi, l'héroïne de Child of Eden. Elle est composée de Rachel Rhodes, qui l'interprète également dans le jeu et dans les clips du groupe, mais aussi de Nami Miyahara, qui lui prête parfois sa voix. 2 albums sont parus, Heavenly Star, dont le titre éponyme a pu marquer beaucoup de gens dès sa première apparition dans le jeu No More Heroes, mais aussi de manière plus nostalgique comme le tout premier clip de J-Music diffusé sur l'ancienne chaîne No Life, à jamais dans nos cœurs, marquant en 2007, 4 ans avant le jeu, le premier battement de cœur d'une chaîne qui sera importante pour la J-Music en France. Un deuxième album paraîtra en 2011 autour de la sortie du jeu, No Border Between Us, collant merveilleusement bien avec le concept du jeu, ces 2 albums composant donc une grande partie de la soundtrack du jeu. C'est donc via Child of Eden, son œuvre la plus aboutie, que Tetsuya Mizuguchi réussit à donner une suite inespérée à Rez, abandonné par Sega en fondant son propre studio, son groupe musical et en utilisant ses inspirations acquises au fil de ses voyages, ainsi que les nouvelles technologies et en mixant le tout pour donner naissance à un rêve. Genki Rockets se terrera malheureusement dans le mutisme après 2011, tout comme Mizuguchi qui se fera de plus en plus discret, mais continuera quand même à bosser sur des petits projets fous dont certains sont même succulents, comme Tetris Effect par exemple, dont l'annonce en déconcertera plus d'un, mais n'en étonnera pas d'autres, en tout cas ceux ayant joué à Météo cité précédemment, et où Mizuguchi arrivera encore une fois à mêler le concept de la synesthésie à ce qui est peut-être le jeu le plus joué et le plus connu de tous les temps par toutes les générations ayant traversé le jeu vidéo. On pourrait également citer son nouveau projet Humanity, projet surprenant qui part dans tous les sens, mais ce qui marquera le futur de Tetsuya, ça sera sûrement rien d'autre que la technologie, son moyen ultime de trouver des nouvelles façons de rapprocher son public avec ses créations. La sortie de Rez Infinite ou de Tetris Effect dans une version en réalité virtuelle a coupé le souffle en étant la preuve. Child of Eden manquant encore à l'appel du remaster ou de la version VR à mon grand désespoir, rapprochant à chaque fois un peu plus sa volonté de proposer un concert d'essence à tous ceux qui sont prêts à sauter le pas, déconcertant au premier abord de ses œuvres, dont trop se sont moqués par leur manque d'armes à feu, de loot à ramasser ou de statistiques en tout genre pour gagner des niveaux. Et pourtant dénué de tout ce que je viens de citer, représente certaines de mes expériences dans le jeu vidéo les plus marquantes, dont je garderai des souvenirs impérissables. Et quand on demande à Tetsuya Mizuguchi pourquoi cette fascination pour le son, il répond: il y a la musique, le cinéma, les livres, et ce sont mes voyages à travers le monde, les choses vues et entendues qui nourrissent le plus mon inspiration. Il y a quelque temps, j'ai profité d'un meeting à Paris pour aller passer un week-end à Istanbul. Arpentant les rues, j'écoutais les gens parler tandis qu'ils marchaient. Pendant 2 jours, j'ai laissé tourner mon microphone pour enregistrer ces sons. Quelque part, mes jeux sont tributaires de la multitude d'écoutes que j'ai réalisées. Des sons, mais aucune image, parce que je ne connais pas de meilleure méthode pour faire ressurgir les souvenirs. Beyond the time that we take, the day